Pour commencer, je vous propose de nous rappeler comment tout a commencé, car l'épisode d'aujourd'hui est un nouveau chapitre d'une grande histoire. Il y a quelques années à peine, nous avons décidé de réaliser ce genre de choses que nous avons provisoirement appelé cave à vin. Nous avons coulé une structure en béton, construit un escalier en colimaçon et il semblait que la mission était accomplie. Mais comme on le sait, l'appétit vient en mangeant et c'est un peu pareil avec la construction. En cours de route, nous avons décidé de construire une pièce souterraine voisine que nous avons provisoirement appelée bunker. Elle avait été réalisée selon le même principe. D'abord, nous avons creusé une fosse, installé le coffrage et coulé le béton. Ces deux pièces sont reliées entre elles par un couloir étroit dont l'entrée est dissimulée derrière une porte secrète. Et à l'entrée de ce qu'on appelle le bunker, vous êtes accueillis par une porte comme celle-ci qui s'ouvre grâce à une empreinte digitale. Au final, ce projet nous a plu, à nous comme à vous, et nous avons décidé de ne pas nous arrêter là et de poursuivre les travaux souterrains. À côté de la maison, nous avons creusé une énorme fosse. Nous avons décidé d'y installer 2 conteneurs maritimes. Mais d'abord, il nous fallait les préparer. Nous nous sommes occupés de cela dans notre atelier et c'est à ce moment-là que nous avons eu l'idée de faire du deuxième accès à ce tunnel une entrée en forme de maison de Hobbit. C'est pourquoi nous avons découpé des ouvertures rondes pour la porte et la fenêtre, préparé les éléments et sommes partis à la ferme. Nous avons d'abord descendu les conteneurs dans la fosse et commencé à les recouvrir de terre. C'est ainsi qu'a débuté la construction sous le nom de code Maison de Hobbit. Et maintenant, le deuxième épisode commence. Le premier, vous l'avez déjà vu, sans vous douter que vous regardiez un épisode sur le terrier du Hobbit. Alors, bon visionnage. Et cet épisode commence par le fait que nous avons fait venir Vova le bûcheron. C'était pour enlever 2 pins dont le système racinaire avait été dangereusement mis à nu près de notre fosse. Étant donné que nous allons encore agrandir un peu cette fosse, les arbres tomberaient à coup sûr. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre solution ici, il va falloir les abattre. D'ailleurs, sur la chaîne de Vova, il y a un épisode détaillé sur l'abattage de ces arbres, et il y a aussi beaucoup de contenu unique sur les travaux réalisés dans notre hameau. Donc à tous ceux qui veulent voir les coulisses, je recommande vivement, je laisserai le lien dans la description. Une fois les troncs soigneusement déposés au sol, nous les coupons en billots et les rangeons aussitôt dans l'abri à bois, bûche après bûche. Et voilà, après une demi-journée, toutes les traces de l'abattage effacées, nous nous mettons au travail sans craindre la menace des arbres qui planaient au-dessus de nous. L'objectif de cet épisode est de réaliser la façade. La première étape consiste principalement en des travaux de métal. Nous installons la cintreuse de tubes et déchargeons le profilé métallique. À l'heure actuelle, nous avons 2 extrémités carrées du conteneur avec des ouvertures rondes. Et si l'on ne le sait pas à l'avance, il est très difficile de deviner que nous construisons une maison de Hobbit. Et je vous rappelle que c'est bien cela que nous sommes en train de construire. Pour se rapprocher au maximum des formes nécessaires, nous cintrons le tube profilé, essayons, ajustons sur place, improvisons, et petit à petit, les formes anguleuses des conteneurs s'arrondissent. Nous avons d'abord décidé d'embellir la partie supérieure, de faire une sorte de marquise afin de donner une forme à toute la construction et d'ajouter un peu de praticité et d'esthétique. Par la suite, nous recouvrirons cette structure de terre fertile, nous y planterons de l'herbe et d'autres plantes, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Mais il est déjà clair que la charge sur la marquise sera importante, alors nous soudons à l'avance des entretoises qui serviront de support solide. Ensuite, nous formons le cadre qu'il ne restera plus qu'à recouvrir de tôle. Et c'est justement ce cadre que nous déchargeons maintenant. L'étape suivante consiste à déterrer partiellement ce que nous avions si soigneusement enterré dans l'épisode précédent. Et ce n'est qu'après cela que nous pourrons fixer le métal. Ensuite,
Je pense que tout est clair, inutile d'en dire plus. Nous posons la tôle, l'ajustons sur place, faisons un nouvel essai, puis nous ajustons encore, et ainsi de suite, de nombreuses fois. Après avoir mesuré 7 fois et coupé, nous fixons le résultat à l'aide de la soudure. Je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires disant que nous nous sommes trop compliqué la vie avec cette casquette et d'autres solutions difficiles et que ça n'en vaut pas la peine. Oui, c'est vraiment compliqué et coûteux, mais ça en vaut clairement la peine. Comme je connais déjà le résultat final en enregistrant cette vidéo, je peux dire qu'il me satisfait plus qu'entièrement. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et si l'on cherche à économiser ou à bâcler de tels éléments, au final, on obtient quelque chose de confus. Pour le dire simplement, c'est l'équivalent populaire du Pepsi Cola. Je pense que beaucoup ne comprennent pas de quoi je parle. Et pour ne pas m'étendre sur ce monologue, regardons simplement des maisons de hobbits similaires, dont la réalisation a accordé un peu moins d'attention aux détails. Je pense qu'à présent, il est plus clair ce que j'essayais d'expliquer. Nous avons tout recouvert avec une légère inclinaison de ce côté pour que l'eau s'écoule et non sur les conteneurs. Tout a été soudé, on passe à la peinture. Et toutes les soudures, nous les traiterons avec un mastic d'étanchéité ou nous les recouvrirons de roofing car de la terre sera ajoutée à cet endroit. Ensuite, nous suivons simplement le plan établi. La première étape, c'est la peinture. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi nous peignons le métal qui sera enterré sous terre, avec une couche épaisse de peinture résistante. D'abord sur le dessus, puis en dessous. À ce stade, la structure principale de l'auvent est terminée. Il ne nous restera plus qu'à recouvrir de terre et fermer la partie inférieure avec des planches. Mais pendant que la peinture sèche, nous passons à la tâche suivante. Une tâche avec une étoile. Comme vous vous en souvenez, à l'origine, nous avons une immense ouverture de porte ronde. Et maintenant, il nous faut imaginer une porte tout aussi grande et, si possible, ronde. Et c'est vraiment une tâche avec une étoile. Premièrement, il n'existe pas de solution toute faite pour ce genre de porte, mais nous y sommes déjà habitués car nous sommes constamment confrontés à ce type de défi. Parfois, nous réalisons un modèle d'ingénierie précis, comme dans le cas de la trappe transparente ouvrante au-dessus de la cave à vin. Et parfois, nous nous approchons simplement du futur nœud et commençons à improviser. Et c'est justement le cas ici. Au final, nous avons décidé de fabriquer une charnière artisanale, ou plutôt un système, des charnières à des ports. D'abord, nous avons fabriqué le premier prototype, fixé à quelques points pour voir si nous allions dans la bonne direction, puis nous avons commencé à tester. Tout allait bien, mais les charnières nous ont joué un tour. Le problème, c'est qu'il y a ici des jeux d'1 millimètre, et sur de tels leviers, à l'extrémité, cela se transforme déjà en centimètres. 3 charnières. Maintenant, nous allons essayer d'ajouter encore 6 charnières pour compenser ces jeux dans les charnières elles-mêmes. Comme vous l'avez compris, ici, nous avons décidé d'agir selon le principe « on n'a jamais trop de charnières ». Ça n'existe pas. Nous avons acheté un nouveau lot et poursuivi nos expériences. Ici, il y aura sûrement aussi beaucoup de commentaires disant que nous compliquons trop les choses. Et il aurait été plus simple de faire une porte classique, rectangulaire, qui s'encastrerait dans une forme en bois ronde. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Mais nous avons décidé de suivre une voie plus complexe et de prouver que le diable se cache vraiment dans les détails. Au moment où nous avons réglé la question de la porte, il est devenu évident qu'il manquait encore des détails et que la façade avait un aspect un peu étrange. Et pour ne pas obtenir un équivalent de Pepsi Cola, nous avons décidé de corriger cette situation. Et la mini-pelle dans le cadre n'est pas là par hasard. En fait, nous devons élargir visuellement la façade. Nous n'avions vraiment pas envie d'enterrer encore quelques conteneurs, alors nous avons décidé d'ajouter des cloisons factices.
D'abord, nous avons creusé un emplacement pour elle, puis nous sommes allés chercher de vieilles portes de conteneurs, qui conviennent tout simplement parfaitement à cette tâche. Et donc, de la même manière, des deux côtés. À ce stade, on pourrait croire que le travail du métal est terminé, mais ce n'était pas le cas. Comme vous pouvez le voir, nous déchargeons un autre lot de tubes profilés et nous continuons à embellir la façade. À cette étape, nous devons réaliser une base. Une base simple et plane, sur un seul niveau. Mais pour l'instant, nous avons plein de marches, de structures du conteneur, etc. Et il serait très difficile d'aménager une telle surface. C'est pourquoi nous avons décidé de créer une nouvelle surface. Ici, tout est relativement simple. Nous avons mis le niveau à l'aide du même profilé métallique en le soudant sur toute la longueur, puis nous avons coupé l'excédent. Nous dupliquons également les ouvertures rondes, créant ainsi une sorte de tunnel. Au final, nous avons ajouté environ 1 mètre de chaque côté. Et pour que la composition nous convienne parfaitement, nous avons décidé d'ajouter une autre fenêtre. Oui, c'est bien ça, une fausse fenêtre placée dans une fausse cloison. Pour finir, il ne reste plus qu'à peindre tout le métal nouvellement ajouté. Nous avons préparé la peinture, les outils, et nous nous sommes mis au travail. Ainsi, nous avons terminé la façade, mais, selon le projet, derrière la façade doit se cacher une maison de Hobbit entièrement fonctionnelle, utilisable toute l'année. Pour cela, il est nécessaire d'y amener toutes les infrastructures. Nous allons enterrer l'eau et l'électricité pour notre conteneur. Nous devons creuser une tranchée depuis le puits pour amener l'eau, une conduite séparée, afin de ne pas avoir à la raccorder à la maison. Nous avons aussi décidé de tirer un câble séparé depuis le poteau pour l'électricité, là encore pour ne pas le relier à la maison, et ainsi avoir cela. Un bâtiment autonome et indépendant ? Tout d'abord, tant que la mini-pelle est sur le terrain, nous avons décidé de creuser toutes les tranchées. Nous sommes d'abord allés au puits, nous en avons parlé en détail dans l'un des épisodes précédents. Et maintenant, nous devons nous y raccorder et amener l'eau dans les conteneurs. Ici, tout est relativement simple. Nous avons creusé une tranchée, fait des trous dans le puits et commencé à poser le tuyau. Ce type de sol continue de nous ravir. Notre sable préféré qui s'effondre sans cesse. Et là, nous sommes à 2 doigts que même le mini-tracteur ne glisse dans cette tranchée. Il tient sur le godet, on creuse à la pelle et on va commencer à reboucher. Juste sous le tracteur, à la fin, on rebouche la tranchée et on passe à la communication suivante. C'est l'électricité. Ici, la tranchée longe la maison, partant directement du poteau et finit par croiser la tranchée dans laquelle est posée la conduite d'eau. Après que ces 2 tranchées se sont croisées, il ne nous reste plus qu'à poser le câble.
Et enfin, amener à la fois le câble et le tuyau jusqu'au conteneur, mais cette fois dans une seule tranchée commune. Voilà à peu près comment ça se passe. Pour faire entrer les réseaux dans le conteneur, nous découpons une petite ouverture et la première étape est terminée, mais je pense que les plus attentifs auront remarqué que nous avons amené l'eau, mais que nous n'avons rien dit à propos des eaux usées. Je propose de revenir un peu à l'épisode précédent. Juste à côté de cet endroit, nous avons commencé la construction de la maison-nid. Ces deux projets sont réalisés en parallèle et de manière prévoyante pour ces deux constructions. Nous avons installé une fosse septique commune que nous avons enterrée à proximité. Il ne nous reste plus qu'à faire sortir le tuyau du conteneur et à le raccorder à la fosse septique. Mais il y a un petit mais. En fait, les conteneurs sont enterrés sous terre et ils se trouvent bien plus bas que la fosse septique. Par conséquent, l'eau ne pourra pas s'y écouler naturellement, comme c'est le cas dans 99% des situations. Et c'est encore un défi supplémentaire auquel nous reviendrons dans l'un des prochains épisodes. Aujourd'hui, c'est enfin le jour tant attendu. Les machines vont revenir chez nous. Il est très difficile de coordonner les emplois du temps de deux tracteurs différents, d'une chargeuse et d'une pelleteuse. Nous avons attendu 2 mois pour pouvoir terminer les travaux de paysagisme à l'entrée de notre propriété. Nous devons décaper ce côté-là, c'est d'ailleurs pour cela que nous avons abattu ces 2 pins. Enlever ces tas, recouvrir notre auvent et créer une descente plus douce. Comme vous l'avez compris, nous avons finalement réussi à organiser la venue de ces deux tracteurs le même jour et sur le même chantier, ce qui n'était vraiment pas facile en pleine saison de construction. Mais même 2 mois d'attente en valèrent la peine, car en moins d'une journée, nous avons réalisé tous les travaux de paysagisme. Il est même difficile d'imaginer combien de temps ce travail aurait pris si tout avait été fait à la main. Il faut également rendre hommage aux opérateurs de ces machines, car ils ont agi comme un mécanisme parfaitement coordonné. Et pourtant, il ne s'agissait pas d'une seule équipe, mais d'unités indépendantes et autonomes. Je pense que tout est clair ici. L'excavatrice creuse et forme un tas de sable à la portée de son godet. Le chargeur prend cette terre et l'emmène dans une direction inconnue. C'est un sujet pour une vidéo à part et nous y reviendrons très bientôt. Et voilà, en fin de journée, nous libérons les machines et passons à la finition manuelle. Nous devons maintenant préparer la base pour le mur de soutènement. C'est à cela que nous allons nous atteler. Puisque la base est prête, il faut installer le coffrage sur cette base. Pour cela, nous prenons un lot de planches et les préparons en série à la taille nécessaire. Ensuite, à l'aide de vis et d'une visseuse, nous construisons un coffrage simple. L'étape suivante est de préparer l'armature. Ici se fait selon le schéma standard. Nous l'avons découpée à la taille nécessaire, disposée et liée du fil de fer.
Nous avons acheté 20 sacs de sable PGS, du bon, car malheureusement, il ne serait pas correct de préparer le mortier avec ce sable de mauvaise qualité. Hier, nous avons installé le coffrage. Ce seront nos murs de soutènement, et maintenant, une grande opération de coulage va commencer. Après avoir coulé la dalle, nous installons le coffrage directement sur les murs, nous lions l'armature et nous coulerons également à partir de la bétonnière. Eh bien, pour ce grand coulage, en plus des 20 tonnes de sable, il faut aussi une quantité considérable de ciment. C'est justement ce que nous sommes en train de décharger. Ensuite, tout se passe selon la méthode classique. Sable, ciment, un peu d'eau et notre vieille bétonnière qui survit héroïquement à son deuxième chantier. Au final, nous devrions obtenir 2 murs de soutènement en forme de T. Mais, pour bien comprendre, la lettre T sera retournée à l'envers. C'est une construction spéciale, et son astuce réside dans le fait suivant. À la base se trouve une large dalle horizontale. Ensuite, on érige un mur vertical qui est accolé à la dalle et qui, par la suite, est en contact direct avec la terre qu'il faut retenir. La pression horizontale du sol sur le mur crée une force qui tend à faire basculer la structure. Cependant, la dalle, par sa masse et ses dimensions, s'oppose à cette pression, assurant ainsi la stabilité. La dalle répartit également la charge du sol sur une surface plus large, ce qui réduit la pression ponctuelle sur le sol sous le mur et augmente la stabilité globale. C'est à peu près ainsi que cela fonctionne. Il existe de nombreux types de murs de soutènement de ce genre. Dans notre cas, il s'agit de la version la plus simple et son nom exact est mur de soutènement en console d'angle. Mais saura-t-elle remplir sa mission? Nous le saurons très bientôt, plus précisément dans 1 mois. Et voilà, 4 semaines plus tard, lorsque le béton avait séché, nous avons commencé à charger nos murs de soutènement. Pour cela, comme le veut la tradition, nous avons fait venir une mini-pelle et avons commencé à mettre de l'ordre. Mais les travaux de béton ne se sont pas arrêtés là. L'étape suivante consiste à couler la fondation de la terrasse. Pour cela, la première chose à faire est d'assembler ce genre de structures en armature. Nous préparons également des dizaines d'équerres afin de les installer dans la future fondation. Une fois tous les travaux de métallurgie terminés, nous nous occupons à nouveau du coffrage. Des planches, des piquets, 3 acolytes, une caméra pour immortaliser le processus et nous pouvons admirer ce beau résultat. Après quelques heures, nous plaçons soigneusement l'armature dans chaque coffrage et commençons à effectuer un marquage précis. À cette étape, il nous faut disposer un grand nombre d'équerres, toutes équidistantes les unes des autres, et elles doivent être à la même hauteur, car la structure en bois viendra ensuite s'y fixer.
Je pense qu'à partir de là, tout est clair visuellement. Nous avons placé les équerres, mis en marche la bétonnière, ajouté tous les ingrédients, obtenu le résultat attendu, versé le mélange dans le coffrage, utilisé le vibreur, et ainsi de suite pour les 4 coffrages successivement. Mais pendant que le béton sèche, il y a beaucoup de temps pour embellir le terrain et partir au loin avec un râteau à la main. Et voilà qu'un beau lundi, lorsque le béton a bien pris, nous démontons le coffrage. Et maintenant, on peut dire avec soulagement que tous les travaux de béton sont terminés et que nous retournons à la façade. Comme vous vous en souvenez, un mur de soutènement est apparu près de la façade. À ce moment-là, il avait bien séché et nous finalisons le raccordement de la maison à ce mur. Rien de très important ici, mais on m'a envoyé ces images, alors il faut bien les commenter. Ici, Vitya vérifie le niveau pour s'assurer que tout a bien été installé. Tout a été installé correctement. Plus sérieusement, tout est maintenant prêt pour commencer la décoration de la façade. Tout d'abord, nous avons décidé de travailler de haut en bas et nous avons commencé à habiller l'auvent. Nous avons découpé du contreplaqué hydrofuge en bandes, puis nous avons fixé ces bandes au profilé métallique qui constitue l'auvent. Cela a été fait pour pouvoir fixer rapidement et facilement les planches sur cette base. Mais nous en reparlerons un peu plus tard car nous recevons la livraison des plaques de ciment qu'il faut décharger. En fait, c'est avec ces plaques que nous allons habiller la façade. Je rappelle que sur la façade irrégulière et à plusieurs niveaux des conteneurs, nous avons soudé une ossature métallique parfaitement plane et alignée sur un seul niveau. Et maintenant, nous fixons les plaques de ciment sur cette ossature. Le CSP, c'est une plaque de copeaux de bois et de ciment. Il s'agit d'une plaque composite composée de ciment et de copeaux de bois, avec l'ajout de charges minérales et d'eau. Elle possède une grande résistance, ainsi qu'une bonne résistance à l'humidité et au feu, ce qui en fait un excellent matériau pour ce type de travaux. Comme vous pouvez le voir, tout le processus se déroule sans accroc et, au final, cela ne nous a pris littéralement qu'une demi-journée. Et voilà, une demi-journée plus tard, après le déjeuner, on peut commencer l'application de la sous-couche. Comme il n'y a pas de magasin de bricolage dans notre forêt, il faut souvent faire preuve d'ingéniosité et utiliser des outils et accessoires alternatifs à portée de main pour que le travail ne s'arrête pas. Et voilà qu'arrive un autre camion qui a apporté des chutes de planches thermotraitées. Nous les avons empilées de façon ordonnée au bord du terrain. Une partie d'entre elles est nécessaire pour la décoration de la façade. Plus précisément, pour habiller l'auvent. C'est ce à quoi nous allons nous atteler à l'étape suivante. Tout d'abord, nous coupons les planches à la taille nécessaire. De cette manière simple et rapide. Et il faut rendre hommage à la scie à onglet d'Elitech, c'est vraiment un outil de qualité. Une fois que toutes les pièces sont découpées à la bonne taille, il ne reste plus qu'à les fixer à leur place. Et maintenant, cela se fait tout aussi rapidement et simplement, car nous avons vissé du contreplaqué à la base sur lequel nous clouons les planches. Et le résultat commence peu à peu à ravir l'œil. L'étape suivante consiste à protéger les plaques de ciment fibre avec lesquelles nous avons habillé la façade. C'est vraiment un excellent matériau, mais il n'est pas sans défaut. D'après l'expérience, il est devenu évident que laisser une telle façade exposée directement au soleil et aux intempéries n'est pas la meilleure idée.
Nous réalisons donc une couche intermédiaire en polystyrène, sur laquelle sera appliquée la couche finale de crépi décoratif. Ici, nous suivons la méthode standard. Collons couche polystyrène sur la façade. L'enduisons mortier armé grille renfort. Ainsi, il est temps pour nous de fabriquer les fenêtres. Ici, il y a une fenêtre, là, une fausse fenêtre. Et pour ne pas se tromper dans les dimensions et ne pas fabriquer une fenêtre qui ne conviendrait pas ensuite, nous avons décidé de découper de tels gabarits en carton. 760 mm, 750, c'est ainsi que nous avons cintré les fenêtres sur la cintreuse de tube. Et il y a un risque que notre cercle ne soit pas tout à fait rond. Ce serait dommage d'apporter des fenêtres qui ne rentreraient pas ici. Au final, nous avons fabriqué ces gabarits. Nous nous sommes assurés que cette dimension nous convenait et nous avons transmis le cahier des charges à notre propre atelier. La fabrication de telles fenêtres est une tâche complexe et nous en parlerons en détail dans le prochain épisode. Pour l'instant, nous allons simplement poser des caches. Nous ferons de même avec la porte afin de bien conclure cet épisode. Merci à vous d'avoir regardé et que la hache vous porte bonheur. Voilà à quoi ressemble notre étape intermédiaire pour l'instant. Pour être honnête, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Le mois dernier, nous avons eu, je pense, la quantité de précipitations d'une année entière, c'est-à-dire de la pluie, et cela nous a permis d'avoir une sorte de thèse grandeur nature. Nous avons compris où se trouvaient nos points faibles, où il fallait renforcer. Mais pour être honnête, il était déjà évident et clair qu'il faudrait ensemencer ces pentes avec de l'herbe et ajouter de la terre fertile. Nous avions prévu de nous en occuper, mais la nature a apporté ses propres ajustements. Et en gros, le mois dernier, il a plu des cordes. En réalité, même si une très grande quantité de sable a été charriée ici, ce n'est pas si grave, car nos pentes ne sont pas du tout renforcées, ce qui est un problème important. Et en principe, une fois que nous aurons semé de l'herbe, ce sol tiendra tout à fait bien, donc en principe, même cela n'est pas critique. Mais à l'avenir, ce sera bien mieux lorsque toute la pente sera entièrement recouverte d'herbe.